En fait, rien que cette semaine, il y a eu encore plus d'auditions au Congrès, les commissions du renseignement, les commissions des forces armées, et ils ne cessent de marteler « la Chine est notre ennemi, la Chine est une menace ». Quand on essaye de se lever pendant les auditions et de dire « non, ce n'est pas le cas », on se fait arrêter et expulser, ce qui est d'ailleurs encore en cours devant la justice pour moi depuis la dernière fois. Mais c'est ce que nous devons faire en tant qu'activistes. Nous devons être présents dans les couloirs, nous devons interpeller ces hommes et ces femmes bellicistes quand ils entrent ou sortent des auditions du Congrès et partout où nous les voyons. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité, et aujourd'hui je m'entretiens avec Bevan Ramsden et Anne Wright. Bevan est un militant pacifiste basé en Australie, tandis qu'Anne est l'une des voix les plus célèbres et influentes des États-Unis contre la guerre et l'interventionnisme. Tous deux sont membres du Pacific Peace Network, qui a récemment lancé une campagne de paix et de solidarité appelant les pays du pourtour du Pacifique à déclarer leur neutralité afin de prévenir une guerre entre les États-Unis et la Chine. C'est ce dont nous voulons discuter aujourd'hui. Alors, Bevan, Anne, bienvenue. Merci. C'est formidable de vous avoir tous les deux ici. Et avant d'aborder la question de la neutralité, je dois juste vous demander, Anne, car vous venez tout juste de rentrer aux États-Unis après un séjour en Italie, où vous avez travaillé de près avec les membres de la Flottille de la Liberté et cette formidable campagne de sensibilisation à la souffrance du peuple de Gaza, et aussi avec ces 12 personnes qui ont réellement pris la mer pour Gaza. Pouvez-vous nous dire brièvement comment les choses se passent en ce moment et comment vous évaluez ce que cet activisme a permis d'accomplir? Eh bien, en raison de l'indignation mondiale suscitée par le génocide israélien à Gaza, et la participation ainsi que la complicité de leur pays dans celui-ci, ces mêmes personnes ont été très favorables à la navigation du Mad Line pour défier le blocus naval israélien de Gaza. Nos 12 personnes à bord, 6 citoyens français et des personnes de 6 autres pays, ont navigué et ont été enlevées en haute mer, dans les eaux internationales, puis emprisonnées en Israël pour être entrées illégalement dans le pays. Elles ont été emmenées contre leur gré. 4 d'entre elles sont déjà rentrées chez elles et témoignent déjà des conditions de détention. Les 8 autres seront en route aujourd'hui et demain, principalement parce que les Israéliens veulent les faire partir rapidement, car ils reçoivent beaucoup de mauvaise publicité à cause de la navigation du Madeleine. Nous apprécions énormément la préoccupation de chacun à leur sujet. Nous devons également nous préoccuper du convoi mondial pour Gaza, qui se trouve actuellement au Caire, où plus de 2000 personnes venues du monde entier arrivent en avion, et nous recevons déjà des rapports indiquant que des centaines d'entre elles ont été détenues à l'aéroport. Dans d'autres cas, la police s'est rendue dans les hôtels des participants pour les ramener à l'aéroport. Ainsi, la répression des personnes qui défendent les Palestiniens se poursuit, que ce soit par de courtes peines de prison dans les prisons israéliennes comme pour la Madeleine, ou en prenant l'avion jusqu'au Caire pour se heurter à la complicité des Égyptiens dans ce qui se passe. Le génocide, le manque de nourriture entrant à Gaza, ils porteront une tâche indélébile dans leur histoire pour ce qu'ils font au convoi ou à la flottille mondiale. Merci de votre question. Vous savez, c'est un exemple tellement important de l'impact réel que peut avoir l'activisme pour la paix. Même si le bateau Madeleine n'a pas pu atteindre Gaza, je pense que nous assistons actuellement à un véritable tournant, surtout en Europe, concernant la perception et la représentation d'Israël et de ce génocide en cours. Et c'est l'un des travaux les plus importants, à mon avis,
que les militants pour la paix puissent accomplir. Maintenant, il y a une autre de vos initiatives, à tous les deux et au collectif auquel vous appartenez, qui consiste à essayer de raisonner les pays du Pacifique et de désamorcer cette foutue, enfin, cette rhétorique de guerre qui se développe, surtout du côté des États-Unis envers la Chine. Bevan, pouvez-vous peut-être nous parler un peu de la motivation et de l'idée derrière le lancement d'une pétition pour la neutralité? Eh bien, je pense qu'il est devenu évident pour nous, au sein du réseau Pacifique pour la paix, que nos pays dans cette région, en particulier les pays de la côte ouest du Pacifique, sont confrontés au même problème. Nous subissons la pression des États-Unis pour nous préparer à une guerre, ou plutôt à leur guerre, celle qu'ils veulent mener ou qu'ils prévoient de mener, contre la Chine. Nous avons déjà ces bases militaires américaines en Corée du Sud avec de nombreux soldats, ainsi qu'au Japon, à Okinawa, aux Philippines, à Guam et en Australie, et les États-Unis y renforcent leurs installations. Mais la pression va encore plus loin. La pression consiste à augmenter énormément les dépenses de défense dans ces pays, dans mon pays et dans d'autres pays du Pacifique, afin de les rendre encore plus prêts pour un grand conflit. Il est désormais assez clair que les États-Unis ne peuvent pas mener une guerre contre la Chine depuis la côte ouest de l'Amérique. Ils ne le peuvent pas, et ils ne peuvent pas le faire sans être basés chez et sans le soutien de leurs alliés plus proches de la Chine et de l'ouest du Pacifique. Et c'est précisément là qu'intervient cette pétition à laquelle nous avons pensé. Il s'agit d'un appel des peuples d'Australie, de Corée du Sud, du Japon, d'Okinawa, des Philippines et des pays du pourtour Pacifique à leur gouvernement pour leur dire « Écoutez, nous ne voulons pas être impliqués dans une telle guerre. Cela ne nous apporte aucun avantage et représente un énorme désavantage pour nous. Et si nous disons non, si mon gouvernement et le vôtre disent non, nous adopterons une position de neutralité dans un tel conflit. » Et comme le dit la pétition, refusez de participer aux préparatifs militaires en vue d'une guerre entre les États-Unis et la Chine. Déclarez que vous ne prendrez pas part à une telle guerre. Proclamez votre neutralité si un tel conflit éclate. Et n'autorisez pas que vos territoires ou eaux souverains soient utilisés dans ce contexte, y compris pour la collecte et la transmission de renseignements militaires, la vente d'armes ou l'accueil de troupes et d'installations de combat. Cela mettrait la situation en quarantaine, de telle sorte que, si nos gouvernements agissaient ainsi, je crois que nous pourrions empêcher une telle guerre. Je ne pense pas que les États-Unis pourraient mener une telle guerre depuis la côte ouest de leur territoire. Anne, êtes-vous d'accord? Je veux dire, vous êtes aux États-Unis. Vous avez vu beaucoup des capacités militaires américaines. Est-ce la voie à suivre? Eh bien, oui, c'est le cas. Et je vis à Hawaï, qui se trouve à mi-chemin à travers le Pacifique. En tant que diplomate américain, avant de démissionner du gouvernement à cause de la guerre en Irak, j'ai effectué une mission de 2 ans dans les États fédérés de Micronésie, l'une des 3 petites nations insulaires que les États-Unis achètent grâce au traité de libre association. Les États-Unis achètent ce qu'ils appellent les droits de défense sur cette immense zone du Pacifique qui s'étend des îles Marshall, traverse les États fédérés de Micronésie et va jusqu'à Palaos. C'est une énorme partie de l'étendue et bien sûr, le territoire de Guam fait partie de tout cet ensemble. Et comme Bevan l'a dit, l'augmentation du nombre d'installations présentes sur ces petites nations insulaires, même le minuscule pays de Palaos, généralement connu uniquement pour la plongée sous-marine, dispose désormais de 2 nouvelles pistes militaires sur ces petites îles du Pacifique. Saipan, ils sont en train de refaire la piste d'atterrissage sur l'une des îles,
Tinian, d'où, il y a 80 ans, les États-Unis ont lancé les avions qui ont largué les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Ainsi, Tinian est aujourd'hui en train d'être réaménagé pour une nouvelle opération militaire terrible que nous essayons bien sûr d'empêcher à travers cette pétition et toutes sortes d'actions. Mais c'est un fait. On ne peut pas lancer d'opération depuis la côte ouest des États-Unis. C'est pourquoi les États-Unis disposent de ces petits points d'appui disséminés dans tout le Pacifique. Et un grand point d'appui, c'est là où se trouve Bevan, en Australie. Je sais que les Australiens essayent désespérément d'arrêter tout cela. D'un côté, il y a toujours le danger que des alliés soient entraînés dans une guerre à laquelle ils ne veulent absolument pas participer, n'est-ce pas? Ou qu'ils soient utilisés comme des proxys. Le danger de la guerre par procuration est considérable, mais même le risque d'être utilisé comme rampe de lancement, puis d'être entraîné dans la guerre, est immense. Donc, l'idée de faire en sorte que ces pays déclarent officiellement leur neutralité, même si tous ne le font pas, si un grand nombre d'entre eux le faisaient réellement, cela retirerait l'oxygène à la capacité de faire la guerre, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis s'opposent si ardemment à ce que leurs alliés deviennent, d'une manière ou d'une autre, neutres. Bevan, quelle est l'idée derrière le fait de faire cela comme une initiative citoyenne? Vous n'essayez pas de vous adresser aux États-Unis, n'est-ce pas? Vous essayez de vous adresser au gouvernement de la région du Pacifique. Absolument. Et nous avons également estimé qu'il est important, dans ce type d'action, de savoir que nous agissons tous ensemble. Il y a une certaine solidarité entre nous tous. Nous avons tous le même problème, et il est dans notre intérêt d'empêcher une telle guerre et d'amener nos gouvernements à adopter cette position. Maintenant, en parlant d'un point de vue australien, nous sommes très préoccupés par la militarisation de notre continent et par le fait d'être de plus en plus utilisé comme rampe de lancement et base de soutien pour les opérations américaines. En effet, l'organisation avec laquelle je suis particulièrement associé en Australie, le Réseau australien indépendant pour la paix, lance une campagne appelant à l'annulation de l'AUKUS et à la résiliation de l'accord sur la posture des forces. Il est assez intéressant de constater que cet accord sur la posture des forces utilise un libellé similaire à celui employé dans d'autres pays. J'ai remarqué que celui qu'ils ont signé aux Philippines, l'accord de coopération renforcée en matière de défense, comporte de nombreux passages similaires concernant l'accès des États-Unis à des installations convenues, situées dans des lieux sous leur contrôle total, pour le stockage de munitions, le soutien logistique, le stationnement de troupes, etc. C'est une approche similaire qu'ils adoptent avec différents pays. Tout cela vise à leur offrir un emplacement, une posture comme en Australie, une posture en Australie, à partir de laquelle ils peuvent opérer et lancer des actions. Mais au-delà de cela, il s'agit de nous amener à nous préparer à les aider et à dépenser beaucoup d'argent pour cela. Nous avons des besoins sociaux urgents, comme chaque pays en a des besoins sociaux urgents. Et la question est de savoir à quoi on dépense cet argent. Pourquoi dépensons-nous et pourquoi nous poussons à dépenser? Pratiquement, l'Australie est sur le point de doubler ses dépenses. Je pense que Peter, c'est le ministre de la Défense des États-Unis, j'ai oublié comment prononcer son nom, il parlait de 5%. Pete Hegseth. Il parle d'imposer 5% aux alliés des États-Unis. Je veux dire, le Japon dépense, je crois, environ 1%. 5% représenterait une augmentation incroyable. L'Australie dépense à hauteur de 2%. Et s'ils veulent que nous passions à 5%, ou même à 3,5%, comme nous l'avons dit au ministre de la Défense Marles, c'est un détournement énorme de fonds dont nous avons besoin pour d'autres objectifs. Il y a des besoins urgents en matière de logement en Australie et des problèmes de santé. Cela détourne tout simplement de l'argent de ces besoins sociaux importants.
Dans quel but? Je veux dire, nous ne sommes pas menacés par la Chine. La Chine ne nous menace en aucune façon. En fait, c'est un partenaire commercial majeur pour l'Australie. Le commerce avec la Chine a contribué à notre prospérité. Aujourd'hui, les dirigeants australiens sont assez déconnectés du peuple australien. Je dois le mentionner, si je peux continuer à parler, Pascal. Il y a 2 ans, 2 sondages nationaux ont été réalisés en Australie, l'un par Essential Research et l'autre par le Lowy Institute. Ils posaient une question similaire, et tous deux ont révélé qu'une majorité d'Australiens souhaitaient rester en dehors d'une guerre entre les États-Unis et la Chine et adopter la neutralité. À l'époque, j'ai été surpris que les sondeurs aient utilisé le mot « neutralité », mais il a bel et bien été employé, et la majorité des Australiens étaient opposés à une telle guerre et souhaitaient adopter une position de neutralité. Cela a encouragé l'IPAN, notre organisation, à finaliser notre étude et à travailler sur une alternative de défense pour l'Australie, une alternative indépendante du fardeau de l'alliance avec les États-Unis. Cette politique de défense alternative que nous promouvons repose sur une neutralité armée non nucléaire. Armée, bien sûr, afin de pouvoir défendre notre propre territoire et notre indépendance, mais neutre, dans le sens où nous ne serions pas impliqués dans ces guerres étrangères qui ne devraient pas nous concerner et dans lesquelles nous n'avons pas besoin d'être engagés. Maintenant, le travail que nous avons accompli a été repris par le 3e grand parti en Australie, les Verts, qui ont présenté lors des dernières élections une politique de défense alternative. Et ils nous ont avoué que cette initiative avait été encouragée par le travail de Li Pen en Australie. Dans cette politique, ils n'ont pas utilisé le mot « neutralité », mais ils ont clairement adopté le concept d'une force d'autodéfense, avec un budget limité consacré à l'industrie de défense souveraine, en annulant AUKUS et ce type d'alliance. Des progrès ont été réalisés en Australie, enfin, je ressens ces progrès, mais les sentiments du peuple australien ne sont pas représentés par notre direction à l'heure actuelle. Et cela mène à une crise parce que les États-Unis vont réexaminer l'accord AUKUS. Je ne pense pas qu'ils veuillent vendre leurs sous-marins nucléaires à l'Australie. Je pense qu'ils veulent les garder sous leur propre contrôle. Cela va créer une crise au sein de notre direction. Que vont-ils faire ensuite? Et il est possible que sur le plan parlementaire, des pressions soient exercées pour réexaminer notre relation militaire avec les États-Unis et la nécessité pour nous d'adopter une position de politique étrangère plus indépendante, une position qui pourrait aider à poursuivre la paix et à promouvoir la paix dans notre région et à nous tenir à l'écart de la guerre. Anne, pouvez-vous peut-être nous en dire un peu plus? Quelle est votre analyse? Pourquoi les États-Unis semblent-ils tellement déterminés à avoir une guerre avec la Chine? Et pouvez-vous aussi parler un peu de la peur qui est créée autour de la Chine, présentée comme agressive, comme assertive? Vous venez d'expliquer que les États-Unis possèdent ces îlots partout, mais les États-Unis, du moins les médias américains, insistent beaucoup sur le fait que la Chine est agressive parce qu'elle possède maintenant 2 porte-avions et qu'elle ose les envoyer au milieu de l'océan Pacifique, voire plus loin. Je veux dire, cela doit être une menace, n'est-ce pas? Ils sont sur le point d'envahir, non? Et ils vont, je veux dire, c'est Taipei aujourd'hui, et ce sera probablement Los Angeles, puis New York demain, n'est-ce pas? Eh bien, pour avoir des budgets militaires aussi importants, il faut avoir un ennemi. Donc, chaque fois qu'il y a la paix, ces gens qui tirent profit de la guerre inventent toujours des scénarios où nous serions menacés de toutes parts. En ce moment, les États-Unis ont procédé à ce qu'ils appellent une évacuation de non-combattants au Moyen-Orient, de 3 ambassades au Moyen-Orient, à cause de... Et ils ne précisent même pas la menace.
Mais nous savons que Trump a fait des commentaires sur le fait de ne pas parvenir à un accord avec les Iraniens concernant le nucléaire, peu importe comment vous l'appelez, les armes nucléaires, oui, et sur la façon dont on enrichit l'uranium, ce genre de choses qui sont utilisées dans l'uranium ou dans les centrales nucléaires. Et les Iraniens continuent d'affirmer « Nous ne cherchons pas à obtenir des armes nucléaires parce que nous savons exactement ce qui se passerait. Nous ne les recherchons pas. » Mais les États-Unis peuvent utiliser l'Iran à tout moment parce qu'ils continuent d'enrichir jusqu'à un certain point. C'est la même chose avec la Chine. Dans la mesure où les Chinois possèdent désormais plus de navires dans leur marine que les États-Unis n'en ont dans la leur, parce que les États-Unis n'ont pas construit de nouveaux navires récemment. Et cette idée que 2 petits porte-avions chinois, alors que les États-Unis en ont 13, plus une armada présente partout dans le monde, et le fait que l'histoire de la Chine, plutôt qu'une incursion au Vietnam et, on pourrait dire, l'occupation du Tibet, ce ne sont pas de bonnes choses. Mais la Chine n'a pas été belliciste comme l'ont été les États-Unis. Cependant, pour les entreprises qui tirent profit de la guerre et qui financent les campagnes politiques de tous les candidats, mais surtout de l'ancien Trump, elles ont beaucoup donné. Alors la Chine, il nous faut un ennemi, et la Chine en est un bon. Sauf que tout le monde sait que si on met vraiment la Chine en colère contre nous, on sera à nu en un mois. Nous n'aurons plus de vêtements, nous n'aurons plus rien. Si on regarde la production manufacturière mondiale, le monde a concentré ses capacités de fabrication en Chine, ce qui a permis à la Chine de se développer et de sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté vers des vies économiquement bien plus viables. Mais maintenant, on fait passer les Chinois pour la menace. Et ils représentent effectivement une menace économique d'une certaine manière, mais en aucun cas une menace militaire. C'est pourquoi il existe de nombreuses organisations ici aux États-Unis, une en particulier, Code Pink, Women for Peace et d'autres, qui s'appelle « La Chine n'est pas notre ennemi ». Nous avons un groupe d'études de Veterans for Peace sur l'absence de guerre avec la Chine. Donc, la communauté pacifiste s'empare de cette question, mais essaie de faire reculer les politiciens. Et en fait, rien que cette semaine, il y a eu encore plus d'auditions au Congrès, les commissions du renseignement, les commissions des forces armées, et ils ne cessent de marteler que la Chine est notre ennemi. La Chine est une menace. Et quand vous essayez de vous lever lors des auditions et de dire « Vous savez, non, ce n'est pas le cas », alors vous vous faites arrêter et expulser. J'ai d'ailleurs encore une affaire en cours à cause de la dernière fois. Mais c'est ce que nous devons faire en tant qu'activistes. Nous devons être présents dans les couloirs. Nous devons interpeller ces hommes et ces femmes qui sont les va-t-en-guerre lorsqu'ils entrent et sortent des auditions du Congrès. Et partout où nous les voyons, que ce soit dans les think tanks nombreux à Washington où ils viennent s'exprimer, nous essayons de faire entrer des militants pour la paix dans ces réunions et de nous lever pour dire « Nous ne croyons pas ce que vous dites sur la Chine, à savoir qu'elle représente une menace pour la sécurité mondiale. » Comment pouvons-nous les convaincre? Et peut-être Bevan. Et ensuite aussi Anne. Comment pouvons-nous convaincre, en particulier les politiciens et les personnes qui ne sont pas si dogmatiques? Vous savez, convaincre les États-Unis est une chose, mais convaincre les politiciens en Australie, ou les convaincre au Japon, ou les convaincre aussi peut-être même aux Philippines, même si les Philippines ont des griefs légitimes envers la Chine, etc. Mais les pays du pourtour du Pacifique. Comment convaincre ces politiciens qu'une posture neutre est dans l'intérêt de tous, et surtout dans leur propre intérêt? Certains d'entre eux n'ont pas besoin de beaucoup de persuasion, l'Indonésie, le Vietnam, etc. Je veux dire,
Les pays de l'ASEAN n'ont pas besoin de beaucoup de persuasion, sauf les Philippines, mais les autres. Quelle est votre recommandation en tant qu'activiste? Eh bien, il n'y a pas de raccourci. La seule force alternative qui pourra provoquer le changement, ce sont les gens, nos concitoyens dans notre pays et les citoyens de chaque pays. Et notre rôle, en tant que militants pour la paix, c'est d'aller à la rencontre des gens, de les impliquer, de les organiser et de continuer à le faire. C'est pourquoi nous organisons une campagne nationale en août contre l'AUKUS et l'accord sur la posture des forces au sein de l'IPAN, et que nous créons des groupes dans différents endroits, zones rurales, villes, banlieues, pour renforcer ce mouvement pour la paix. Parce qu'au final, les politiciens, la plupart d'entre eux, sont influencés dans leur circonscription par ce qui va leur arriver. Il suffit de construire cette force. Comme il est dans l'intérêt de la majorité des travailleurs de ce pays de ne pas s'impliquer dans une guerre avec la Chine et de consacrer plutôt les ressources aux besoins sociaux, il n'est pas difficile d'en parler avec les gens. Ce n'est pas difficile quand on pense que la majorité a montré, en Australie par exemple, qu'elle ne veut pas être impliquée dans une telle guerre et qu'elle souhaite qu'une position de neutralité soit adoptée. Nous avons donc là une base sur laquelle travailler. Mais au final, c'est la pression politique qui compte. La pression vient de l'électorat. Et les politiciens, ils bougent. La plupart d'entre eux réagissent lorsqu'ils perçoivent un mouvement et ils y prêtent attention. C'est un processus long et difficile, mais les conditions sont désormais plus favorables. Je veux dire, il y a un an, la majorité des Australiens soutenaient pleinement l'alliance militaire avec les États-Unis. Et en l'espace de 5 mois depuis l'arrivée de Trump, cela a changé de façon spectaculaire. La chaîne Australian Broadcasting Corporation a récemment réalisé un sondage. 2/3 des Australiens estiment que les États-Unis ne sont pas dignes de confiance en tant qu'alliés en matière de sécurité et souhaitent développer une capacité de défense plus indépendante. C'est donc un changement majeur de l'opinion publique concernant l'alliance avec les États-Unis. Il est donc temps de se mettre au travail et de travailler dur. Et quelle est votre recommandation en matière d'activisme pour convaincre les gens, surtout ceux qui vont rétorquer avec ce discours alarmiste en disant « Mais il faut contrer la Chine ». Eh bien oui. Désolé, Anne d'abord, peut-être, puis... Eh bien, je pense qu'il faut être patient et il faut être actif, mais patient lorsqu'on parle à des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec vous et que vous essayez de les convaincre de votre point de vue. Parfois, nous nous emportons d'une manière qui aliène les personnes que nous essayons de convaincre. Donc, je pense qu'une des stratégies devrait être une campagne discrète qui favorise réellement le dialogue et amène les gens à réfléchir aux informations que vous leur donnez, plutôt que nos protestations parfois très véhémentes dans la rue avec nos banderoles et nos mégaphones. Et j'ai une sœur qui est en total désaccord avec pratiquement tout ce que je défends. Mais de temps en temps, si nous prenons un moment calme pour discuter, que nous éteignons Fox News et que nous prenons simplement le temps de parler, on peut faire des progrès sur ce plan. Donc c'est une autre stratégie. Nous avons de bonnes stratégies dans la rue et dans la confrontation, mais je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit qu'il existe d'autres moyens de convaincre les gens, en particulier ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec vous. Il y avait une technique utilisée par les indépendants. Le nombre d'indépendants au Parlement a augmenté en raison du désenchantement vis-à-vis des deux grands partis. Plusieurs indépendants ont organisé des groupes de discussion autour de la table de la cuisine dans leur circonscription, et l'IPAN s'y intéresse aussi.
C'est ce genre de choses, Anne, comme tu le dis, une demi-douzaine de personnes. Qu'en penses-tu? Et ça, tu en penses quoi? Tu savais ceci? Tu savais cela? Qu'en penses-tu? Une discussion, en tête-à-tête, deux par deux, en profondeur. C'est là que les choses avancent, pas forcément en criant dans la rue. Nous avons nos rassemblements, nous avons ces choses-là. Elles sont toutes importantes. Mais les choses concrètes ne sont pas aussi spectaculaires, même si je trouve cela très stimulant de parler avec des gens en petits groupes des enjeux de notre époque et de ce qu'ils en pensent. Et c'est ce genre de dialogue dont nous avons besoin. J'aime bien le concept de la table de cuisine. C'est vraiment une bonne façon de faire un petit nombre de personnes. Et si on les additionne, tu sais, si tu peux avoir 10 militants qui disent chacun « Ok, je vais organiser 2 tables rondes à la cuisine » et que chacune d'elles réunit 6 personnes, alors tu en as 60. Plus encore 60, ça fait 120 personnes à qui tu as réellement eu l'occasion d'écouter les préoccupations. Et je pense que c'est un autre aspect du problème. Beaucoup de gens ont l'impression que leurs préoccupations ne sont pas entendues. Parfois, c'est ce que ma sœur me dit. Tu me dis ce que je devrais penser et tu n'écoutes même pas pourquoi je suis inquiète à propos de certaines choses. Donc j'essaie d'être plus à l'écoute. Même si, je te l'avoue, certaines de ces remarques m'agacent. Absolument vrai. Mais, vous savez, c'est quelque chose auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés, et aussi quelque chose que je reçois souvent dans les commentaires, et parfois par email. Que pouvons-nous faire? Je veux dire, nous ressentons tous que la guerre autour de nous et la violence de masse deviennent incontrôlables. L'Ukraine est déjà, c'est une véritable catastrophe. Gaza est une catastrophe encore plus grande, à une échelle vraiment apocalyptique. Et nous savons tous que cela peut empirer. Nous le ressentons en ce moment. Je reçois aussi des emails de Taïwan disant « Nous avons l'impression qu'on nous prépare à devenir la prochaine Ukraine. Et les gens aimeraient faire quelque chose contre cela, mais se sentent impuissants à cause des plateformes, etc. » Donc peut-être, encore une fois, Anne d'abord, puis Bevan. Pour les personnes qui se sentent ainsi, quelle est votre recommandation pour ceux qui ont une vie, qui doivent travailler, qui ont des enfants, des chiens à promener, etc. Que peut-on faire pour promouvoir une bonne idée, comme cette neutralité des pays du pourtour du Pacifique? Eh bien, je pense qu'il est d'abord important de s'assurer que les gens réalisent qu'il existe des groupes qui travaillent sur ces questions. Parfois, les personnes qui écrivent simplement dans un chat ne font partie d'aucun groupe. Donc, les encourager à rejoindre un groupe par solidarité, on se sent beaucoup mieux quand on entend d'autres personnes parler des mêmes sujets et qu'on ne se sent pas isolé. Donc, rejoindre un groupe, puis se lancer dans l'organisation, par exemple d'une table ronde dans son quartier et simplement voir ce qui se passe. Je veux dire, vous pourriez perdre des amis, vous pourriez perdre des voisins, qui sait ce qui va arriver? Et c'est ça qui est intéressant. On ne peut jamais savoir la personne d'à côté dont vous pensez qu'elle a une certaine opinion, mais avec qui vous n'en avez jamais parlé. C'est une bonne idée d'essayer de réunir un petit groupe. Et puis, bien sûr, il faut être prêt à se mobiliser dans la rue afin d'obtenir une grande visibilité pour ce point de vue. Parce que si nous ne passons pas à la télévision, si nous ne sommes pas dans les journaux et sur les réseaux sociaux, alors, je veux dire, nous l'avons constaté avec la flottille pour Gaza l'année dernière, avoir des jeunes qui savent utiliser Instagram, qui savent faire passer des messages. C'est un véritable changement pour des organisations statiques qui n'avaient pas beaucoup évolué. Donc je dirais, trouvez des jeunes de 18, 19, 20 ans et dites-leur que vous avez besoin d'aide et voyez ce qu'ils peuvent proposer sur Instagram, Facebook et toutes ces autres plateformes que les jeunes et maintenant aussi les moins jeunes regardent vraiment. Bevan?
Oui, eh bien, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Anne, et l'aspect des réseaux sociaux est très important. À l'IPAN, nous avons pris cela en main dans notre organisation. Il y a 3 ou 4 plateformes médiatiques et une personne s'en occupe en permanence. Mais oui, il n'y a pas d'alternative au fait d'aller sur le terrain, dans la communauté, et de soulever ces questions d'une manière qui aide les gens à comprendre comment cela les concerne. Je veux dire, en Australie, nous avons une grande crise du logement et tout le monde le sait. Pourquoi dépensons-nous 368 milliards de dollars pour une demi-douzaine de sous-marins nucléaires ou autres? Dans quel but? Cela résonne dans la communauté, tout comme les soins de santé et d'autres besoins sociaux. Donc je pense que si nous parlons des besoins de la communauté et que nous les abordons et que nous nous demandons ce qui devrait être une priorité, c'est important. Et bien sûr, la guerre n'en est pas une, et nous ne sommes pas menacés par elle. Alors pourquoi dépensons-nous autant pour cela? Et cela suscite la question, que va-t-on faire à ce sujet? D'accord, il faut se rassembler, il faut discuter, il faut transmettre nos messages à nos responsables politiques, il faut faire entendre nos voix, et il existe de nombreuses façons différentes de le faire. Il y avait un certain désespoir. Nous avons manifesté pour les Palestiniens chaque dimanche pendant 1 an, au moins, maintenant c'est tous les 15 jours. 10 000 personnes, parfois 5 000, parfois 20 000, à Sydney, défilant dans la ville. Pacifiquement, n'est-ce pas? J'ai donc dit à certains des organisateurs, si nous avions brisé des vitrines, nous aurions eu de la publicité. Mais nous ne le faisons pas. Nous sommes pacifiques. Ce que nous disons est humanitaire. Nous ne sommes en aucun cas antisémites. Mais cela reçoit si peu de couverture ou de reconnaissance. Il faut donc aller au-delà de cela. C'est un groupe de personnes dévouées et concernées, mais il faut que cela s'étende davantage dans la communauté. Nous devons aller plus en profondeur dans la communauté. Les travailleurs travaillent très dur. Vous avez une famille, 2 emplois et tout le reste, vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais si vous pouvez faire en sorte que la question devienne quelque chose que les gens ressentent, cela me concerne. Cela affecte ma vie, celle de mes enfants. Oui, je veux dire quelque chose à ce sujet ou agir. C'est ce que nous essayons d'atteindre. C'est un long et difficile parcours. Et comme vous le dites, il faut de la patience. Ceux qui veulent lancer un cocktail Molotov ou faire quelque chose de radical, ce n'est pas la solution. C'est un travail très difficile et patient. Au cours des 2 dernières décennies, j'ai vu des mouvements en Australie, et cela m'encourage beaucoup en ce moment, que Trump ait poussé les gens à reconsidérer les choses. Et il y a effectivement une remise en question en cours. Cela finira par toucher nos dirigeants tôt ou tard. Cela va les atteindre. Cela commence à les toucher électoralement, parce que leur vote principal baisse chaque année pour les 2 grands partis. Leur vote principal diminue, et ils sont élus grâce aux secondes préférences d'autres partis. Mais cela devrait les inquiéter. Et cela deviendra de plus en plus préoccupant à mesure qu'ils seront confrontés à ce désenchantement face à la direction qu'ils prennent actuellement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est justement le moment de puiser dans ces sentiments et d'essayer de convaincre les gens que la seule façon de maintenir la paix est d'éliminer l'élan vers la guerre, n'est-ce pas? Maintenir la paix signifie prévenir la guerre. Et la guerre survient en tant que phénomène sociologique lorsque des sociétés entières se dirigent vers la violence de masse. Et la neutralité est l'un des moyens de désamorcer cette situation. Mes amis, avant de vous laisser partir, d'abord Anne, puis Bevan, donnez-moi un court plaidoyer pour expliquer pourquoi, selon vous, tout le monde devrait maintenant sortir et signer cette pétition pour la neutralité.
Eh bien, il suffit de regarder sur Internet et à la télévision pour voir les images de ce que la guerre fait au pays, ce que la guerre fait au pays qui est détruit et ce que la guerre fait aux destructeurs. Actuellement, plus de 20 anciens combattants américains se suicident chaque jour. Et je prédis que l'armée israélienne, ils ont déjà des suicides en cours. Les niveaux de violence domestique parmi les destructeurs sont horribles. Ainsi, la guerre détruit non seulement l'infrastructure et la population du pays ciblé, mais elle détruit aussi la fibre morale du pays qui commet la destruction. Absolument. Écoutez, Pascal, je voulais simplement mentionner que nous lançons cette pétition pour la neutralité le 21 juin. Et je ne sais pas si vous pouvez donner les détails du site web dans cette émission aux téléspectateurs, afin qu'ils puissent éventuellement nous rejoindre s'ils le souhaitent. Mais j'encourage vraiment les gens à participer à ce lancement et à signer notre pétition. C'est une façon d'aider à prévenir une guerre, de contribuer à l'isoler, et comme je le dis, même de l'empêcher, car les Américains ont besoin que les pays de cette région leur apportent un soutien, leur offrent une base pour leurs opérations, se joignent à eux et dépensent beaucoup d'argent durement gagné pour cela. Et nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous avons trop d'autres besoins sociaux importants et réels. Et bien sûr, nous ne pouvons pas nous permettre d'être entraînés dans une telle guerre. Ce serait une grande catastrophe pour tous les habitants de notre région. Donc oui, s'il vous plaît, rejoignez le lancement de notre pétition. Impliquez-vous. Et si Pascal peut donner ces informations à nos téléspectateurs, ce serait très utile. Merci, Pascal. Les détails seront dans la description de cette vidéo, ainsi que tous les liens. Et s'il vous plaît, rejoignez le lancement si vous le pouvez. Merci de signer la pétition. Que vous veniez ou non d'un pays du Pacifique, montrez votre soutien. Ann Wright et Bevan Ramsden, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. Merci.